Bonjour, mon nom est Frédéric Gosselin. Je suis acteur de formation et puis je viens vous présenter aujourd'hui une capsule sur comment incarner votre personnage en GN. Donc vous allez voir, mon approche est corporelle et dans le mouvement et puis c'est par là moi que je travaille mes personnages autant sur la scène qu'en GN. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire le processus ensemble de passer de l'idéation, du background que vous avez créé pour votre personnage à la mise en corps dans le jeu. Donc, comment il bouge, comment il se déplace, comment il est physiquement. Pour faire ça, je vais vous donner différents outils, différentes idées de façon à réfléchir votre personnage pour le faire bouger différemment de comment vous bougez dans le quotidien. Sortir de votre quotidien, hein, on est là pour s'amuser, pour avoir du plaisir, puis pas se jouer nous, mais jouer quelqu'un d'autre. Pour ça, on va parler de dynamo-rythme, on va parler de kinésphère, de moteur, donc comment est-ce que votre personnage bouge. On va parler aussi des accessoires, comment est-ce qu'ils peuvent impacter sur la façon de bouger de votre personnage, de ses mouvements signature ou tics, ou bien encore de la voix. Donc, on va parler de tout ça. De l'autre côté, dynamo-rythme. Ce qu'on entend par dynamo-rythme, c'est en fait la dynamique et la rythmique d'un mouvement ou de la parole. L'idée ici, c'est de sortir de ta quotidienneté, de ne pas faire ce que toi tu fais inconsciemment. Donc ça, souvent, quand on fait un mouvement inconsciemment, on appelle ça un moyen. C'est quelque chose que tu n'as pas réfléchi. Ça apparaît, poum. Ça va arriver souvent pendant le jeu. Hein? On n'est pas toujours à l'affût du vite puis du lent, mais c'est quelque chose qu'on peut avoir en tête une fois de temps en temps. Comment est-ce que je vais parler à quelqu'un? Comment est-ce que je vais me déplacer pour aller d'un endroit à l'autre, m'asseoir sur une chaise, me lever? Donc, est-ce que j'y vais vite? Est-ce que j'y vais lentement? Est-ce que j'y vais avec force ou avec douceur? Alors, dynamo-rythme, on l'a dit, c'est la vitesse et la force à laquelle on va faire quelque chose. Donc, par exemple, s'asseoir sur une chaise, quelque chose de très banal qu'on fait dans la soirée, souvent ou bien pendant le GN. On s'assoit, on se relève et tout ça. Donc, on peut utiliser ces moments-là pour donner corps à notre personnage. Donc, par exemple, je peux approcher la chaise en étant vite et doux, en étant vite et fort, en étant lent et doux, en étant lent et fort. Donc, je vais vous donner l'exemple pour que vous voyez un peu qu'est-ce qui ressort de ces différentes vitesses-là. Donc, par exemple, vite et fort. Hein? Donc, j'ai gardé une tension corporelle et une vitesse. Maintenant, doux et vite. Hein, c'est pas la même chose. Oui, là, je peux même rajouter du mouvement et tout ça, mais je peux l'approcher plus doucement. Je le laisse aller. Et il y a la vitesse aussi, ça ajoute quelque chose. Lent et fort. Donc, il y a la tension et la lenteur qui sont là, qui ne donnent pas le même effet que lent et doux. Déjà, ça change aussi comment je vais être par rapport à ce qu'il y a autour de moi. Donc, déjà, corps, dynamo, rythme. La kinésphère. Ce qu'on entend par la kinésphère, c'est cette bulle qu'on a autour de nous, cette sphère dans laquelle notre corps peut s'expandre. D'accord? Donc, on prend de la place ou pas dans cette sphère-là. Donc, notre kinésphère se rapetisse. Parce que si on ne prend pas beaucoup de place, bien pour nous, notre kinésphère, elle s'arrête là et non pas ici. On peut approcher notre personnage de cette façon-là. Si on a créé un personnage qui est social, bien, il va prendre peut-être plus de place que si c'est quelqu'un qui est plus introverti, qui va prendre moins de place, qui va être plus près de lui-même. Même si c'est un guerrier, même si c'est un alchimiste, un intellectuel, on peut jouer avec ça. Par exemple, si le personnage se promène et parle avec quelqu'un, et puis il est en lien avec cette personne-là qui la voit partir, mais qui reste toujours près de lui. Là, je parle beaucoup avec mes mains, mais ça pourrait être avec même le visage. Donc, le visage, il va bouger, mais il va rester dans cette bulle-là. Tandis que si la personne a une plus grande bulle, là, il peut bouger plus amplement et puis prendre beaucoup plus de place, que ce soit même en marchant. Donc, il va faire des plus grands pas dans cette grande bulle qui est la sienne, dans cette grande kinésphère-là. Donc, jouer de ça. Comment est-ce qu'on peut justement aussi aller dans les contradictions? Un personnage qui a une petite kinésphère qui tout d'un coup va sortir de cette bulle-là pour faire quelque chose. Et puis, il va prendre sa place de cette façon-là, mais ça va donner de la profondeur au personnage parce qu'il ne va pas toujours être pareil. C'est de sortir de l'idée qu'on se fait de notre kinésphère. Donc, elle est tout petite, mais une fois de temps en temps, boum, on peut faire une petite explosion par rapport à ça. Ou le contraire, on est toujours volubile et puis là, tout d'un coup, quelque chose se passe avec le personnage et puis là, il se referme sur lui-même et là, il est dans une autre dynamique, dans cette kinésphère-là, dans cette bulle qu'il a. Les gammes corporelles. Maintenant, je vais aborder
la gamme corporelle ou bien le positionnement du corps. Comment est-ce que notre personnage bouge, comment est-ce que son corps est positionné, c'est quoi sa posture. Donc là, on rentre aussi avec ce point-ci, avec cet outil-là, dans un aspect plus difficile un peu, je dirais, c'est qu'il faut prendre connaissance de notre propre positionnement corporel pour pouvoir modifier celle-ci pour jouer notre personnage. Donc, ça va être important là, de faire un petit travail à voir, OK, comment je suis dans la vie déjà pour que je puisse après ça le modifier. Ça peut être autant le placement de la tête dans tous ses angles. Comment est-ce que je regarde l'autre? Est-ce que je le regarde souvent avec les yeux plus bas que l'horizon, plus haut que l'horizon, sur le côté? Quel côté je bouge? Et même comment est-ce que je bouge la tête? Il y a le torse, il y a les épaules, il y a le bassin, il y a les genoux, les chevilles, tout le corps en fait. Comment est-ce que je place même mes bras autour de moi? Une fois qu'on va avoir déjà eu une bonne idée de comment est-ce qu'on se tient nous-mêmes dans l'espace, mais après ça, on peut jouer avec ces différents positionnements-là. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, on peut jouer avec la tête, le positionnement du torse, du bassin et des jambes pour créer justement une nouvelle posture à notre personnage, un nouveau positionnement corporel qui va être différent de ce que vous êtes habituellement, donc qui vous sort de votre quotidien. Donc, c'est pour ça que c'est important de voir, par exemple, vous pouvez prendre un miroir, regarder comment je me tiens et tout ça. Est-ce que j'ai les épaules par en avant, par en arrière? Est-ce que mon torse est vers le haut, vers le bas? Est-ce que même il y a une courbe dedans? Donc, tout ça, vous pouvez tout à fait travailler ça pour créer votre posture. Vous allez vous amener une espèce de cadre dans lequel vous allez toujours bouger. Par exemple, vous pouvez dire que votre personnage a toujours une tendance à être sur son côté droit parce qu'il est toujours prêt à dégainer son arme. J'exagère. Mais il peut avoir le bassin qui est ressorti vers l'arrière comme ça, que ça va lui donner déjà, ça va donner un impact sur le haut de son corps. Hein. Vous voyez, je suis déjà plus par en avant, juste en sortant les fesses, en amenant le bassin comme ça, en le faisant une antébascule. Et puis, ça impacte aussi la façon que je vais bouger mes jambes, parce que vu que mes fesses sont sorties vers l'arrière, mais mes jambes ne peuvent pas nécessairement aller autant vers l'avant. Donc déjà, ça donne un changement au niveau de la marche, de la démarche, mais aussi au niveau du placement du reste du corps. Donc, jouer avec ça, jouer avec ces extrêmes-là. J'ai toujours les coudes proches de moi. Qu'est-ce que ça donne comme personnage? Mais là, encore une fois, ça revient à la kinésphère. On se rapproche. Mais ça a un impact sur tout le reste du mouvement du corps. Puis ça pourrait même avoir un impact sur la voix que je vais revenir plus tard. Donc, comment est-ce que quand je me penche, je rentre comme ça mon sternum vers l'avant, mais déjà, il y a une courbure dans le dos qui apparaît. On n'est pas obligé automatiquement, quand on fait un vieillard, une personne plus âgée, de se pencher complètement. Ça peut être juste une toute petite partie du corps. Et puis, on peut avoir même empêché certains mouvements. Donc, le cou et la tête sont fusionnés ensemble. Ils ne peuvent pas bouger indépendamment l'un de l'autre. Ou si on tourne d'un côté, bien, jouer que c'est difficile. Donc, tout ça, ça va vous permettre de créer, d'incarner votre personnage d'une certaine façon. Les moteurs! Ce qu'on entend par moteur, en fait, c'est tout simplement ce qui fait bouger votre personnage. De où part le mouvement chez lui. On peut le mettre partout dans le corps. Ça peut être au visage, le nez, ça peut être les mains, ça peut être le torse, ça peut être le bassin. Donc l'idée ici, c'est de trouver par où notre personnage bouge. Qu'est-ce qui le motive dans la vie? Par exemple, un exemple très simple, mais qu'on peut complexifier puis qu'on peut amener tout à fait ailleurs, c'est l'idée de l'intellectuel qui réfléchit avec sa tête et qui va bouger avec sa tête en premier. Ou bien la personne qui a beaucoup de joie de vivre et qui va bouger avec le bassin en premier. Donc, je vais vous donner quelques exemples parce que c'est vraiment plus dans le mouvement qu'on le voit, celui-là. Donc, les moteurs. Donc, je parlais de l'intellectuel ou de la personne qui est cérébrale et qui va bouger tout d'abord la tête en premier. Donc, bien sûr, on peut l'exagérer puis avoir vraiment la tête vers l'avant, mais ça peut être très subtil. Par exemple, si j'ai à me retourner, ça va être la tête qui va se retourner en premier, puis ensuite le reste du corps. C'est sûr que c'est plutôt rare que ça part d'ailleurs quand on se retourne, mais on peut quand même avoir cette idée-là, par exemple, du bon vivant, que c'est le bassin qui bouge en premier, puis qui va le diriger dans l'espace. Hein, d'accord? Donc, quelqu'un m'appelle, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc, je le pars du bassin, c'est très gros, mais en même temps, ça peut être très amusant à faire. Donc, une fois de temps en temps, on revient dans son bassin, c'est lui qui bouge en premier, ou bien même les pieds en premier. Ça peut même être aller jusqu'au doigt, le doigt, la main qui bouge en premier. Donc, est-ce que vous me suivez? Nous allons aller par là, donc par là. Donc, on peut s'amuser avec qu'est-ce qui, à ce moment-là, fait bouger notre corps. Et puis, on peut le faire justement en décortiquant notre personnage. OK, il est cérébral ou c'est un homme de cœur, donc c'est le cœur qui va bouger en premier. Et puis, c'est le torse qui va reculer quand il va reculer. Au lieu de la tête qui va avancer et reculer, mais là, ça va être le torse qui va s'avancer vers l'autre ou se reculer quand il prend peur. C'est ça qui bouge en premier. Donc, amusez-vous à essayer des choses aussi. Hein. Tout ce que j'ai dit auparavant, c'est des choses qu'on peut expérimenter avant d'arriver en jeu, même en jeu. Parce que votre personnage ne va pas toujours bouger de la même façon, ne va pas toujours être
dans son petit cadre. Il doit sortir, il doit avoir de la profondeur, puis être contradictoire aussi. Donc, une fois de temps en temps, c'est la tête qui cherche et puis qui va essayer de trouver quelque chose. Mais une autre fois, ça peut être le torse qui va bouger en premier. D'accord? Amusez-vous avec ça. Costumes et accessoires. Costumes et accessoires. Ce que je veux vous faire prendre conscience à ce moment-ci, c'est comment est-ce que votre costume ou les accessoires que vous êtes pourvus va influencer la façon que vous allez bouger. Donc, par exemple, quelqu'un qui aurait une armure, que ce soit une armure de plate, une armure en chainmail, cotte de maille, bien ça va impacter comment il va bouger, comment il va se tenir dans sa posture. Déjà, laissez-vous influencer par ça. Dites-vous, mon personnage, je veux qu'il y ait une armure, mais comment est-ce que ça va impacter sur son mouvement? Puis jouez-le. Soyez conscient de ce que ça fait. Utilisez cette armure-là aussi. On le voit quand même assez régulièrement en grandeur nature où est-ce que les personnes prennent leur armure, par exemple, ou vont croiser les bras plus difficilement parce que l'armure, mais ils vont s'accrocher à celle-ci. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant de montrer qu'elle est là, puis de l'utiliser, cette armure-là. Pour ce qui est des accessoires, c'est la même chose. Là, je parle autant des accessoires qu'on a sur soi, mais aussi des accessoires qu'on peut avoir en main, comme un verre, par exemple. Comment est-ce que votre personnage approche ces accessoires-là? Est-ce que pour lui, c'est important? Est-ce que c'est pas important pour lui? Tant mieux. Soyez sûr de ce que vous décidez. Mais alors là, quand il prend cet accessoire-là, est-ce qu'il justement, s'il n'en prend pas soin, est-ce qu'il va le prendre avec toute la main ou bien justement il va le prendre avec douceur et avec doigté? Donc, comment est-ce que déjà ça nous permet de bouger. Donc, tout à l'heure, je parlais justement de l'armure que porte le guerrier ou la guerrière. Il la porte fièrement. Donc, justement, si c'est un jeune guerrier, une jeune guerrière qui est tout pimpant, tout pimpante et qui est très fier de montrer sa belle armure. Donc, il peut justement jouer avec ça, le fait que, regardez, j'ai ma cotte de maille ici. Il peut jouer, la manipuler pour la rendre visible aux autres et puis aussi montrer qu'il est capable de la porter, parce qu'on sait tous que ça a un certain poids. Ça peut aussi aller complètement de l'autre côté où est-ce que c'est un vieux guerrier aguerri qui a encore cette même cotte de maille-là, qui est encore conscient de celle-ci, mais qu'on sent le poids de cette cotte de maille-là. Donc quand il la met, il l'a, il sait, elle est là, foufou. Il est peut-être même plus bourru un peu avec elle, il ne l'aborde pas de la même façon. Donc déjà, comment est-ce que votre personnage, pour un même accessoire, différemment de s'il est plus âgé, plus jeune ou encore expérimenté ou moins, donc plus habile ou moins, donc comment est-ce qu'il aborde ces accessoires-là? Même chose pour ne serait-ce une cuillère ou un verre. S'il se promène avec un verre, est-ce qu'il va le mettre de l'avant? Est-ce qu'il va être justement très vaste dans sa kinésphère avec ce verre-là? Ou est-ce qu'il va y faire attention? Est-ce que justement quand il se promène avec quelque chose, est-ce que ce verre-là est sacré, on doit en prendre soin? Bien, justement, ça va impacter de la façon qu'on va le prendre, bouger notre corps autour de cet accessoire-là. Donc, comment est-ce qu'on le prend, comment est-ce qu'on le fait bouger? Même chose avec la cuillère. Je parle de cuillère, je pourrais parler de n'importe quoi, mais comment est-ce que, si c'est important pour votre personnage, vous avez décidé que la cuillère est importante, bien, comment est-ce qu'elle est importante? Est-ce qu'elle est toujours à sa ceinture? Est-ce qu'il la manipule avec soin et puis il va la prendre avec doigté ou bien justement il la prend puis ça peut servir à plein de choses? Donc, ça va en dire beaucoup sur votre personnage, puis ça va impacter comment il va bouger dans son environnement, ne serait-ce qu'avec une cuillère ou un verre ou son armure. Donc, les accessoires viennent compléter tous les gestes que vous pouvez faire. Mouvement signature. Mouvement signature. Ce que j'entends par là, en fait, c'est ce que souvent on appelle des tics. Mais pourquoi j'appelle ça mouvement signature plutôt que tic? C'est que le tic, pour moi, c'est quelque chose qui est inconscient. C'est quelque chose qu'on fait sans s'en rendre compte. Mais là, puisqu'on va le rendre conscient, on va choisir ce tic-là, bien pour moi, ça devient un mouvement signature, tout simplement. C'est une question de définition. Le mouvement signature, c'est un mouvement que votre personnage va faire, que ce soit par rapport à un événement qui pourrait se produire, où il se trouve, ou en utilisant tel ou tel objet, mais il va automatiquement utiliser cet objet-là de cette façon-là, ou s'asseoir sur la chaise de cette façon-là, ou automatiquement faire cette chose-là quand un événement subit apparaît. Par exemple, avec un de mes personnages que je joue en GN, il y a des bagues. Moi, d'habitude, dans la vie, je ne porte pas de bagues, mais lui, il a des bagues. Et puis, à chaque fois qu'on parle de tactique, quand je dois réfléchir à quelque chose, eh bien, je vais tourner ma bague. Et puis, cette idée-là me vient d'un de mes amis qui, lui, à chaque fois qu'il réfléchit, va utiliser sa main droite comme ça et
glisser son pouce sur sa lèvre inférieure comme ça, puis flatter sa joue en même temps. C'est quelque chose que je trouve vraiment super intéressant à voir. Puis je me suis dit, comment je pourrais intégrer ce type de mouvement-là. À chaque fois que je réfléchis, bien, je vais tourner ma bague, par exemple. Ou à chaque fois que quelqu'un va se mettre à parler quelque chose qui est stressant, mais peut-être que je vais m'accoter ou prendre un objet fortement. D'accord? Donc, comment je développe ces différents mouvements signatures-là? Il peut en avoir juste un, il peut en avoir plusieurs à la fois. Mais l'idée, c'est de, une fois de temps en temps, avoir ce mouvement signature-là qui appartient à ce personnage-là, qui apparaît dans une situation précise. Souvent, les mouvements signatures sont très subtils, c'est des petits gestes, mais il peut y en avoir quand même qui sont plus grands. Donc, je vais vous donner un exemple. Par exemple, si votre personnage, à chaque fois qu'il utilise une chaise, eh bien, il va la retourner d'une certaine façon pour s'installer face à la table. Donc, si la chaise est dans cette position-là, bien, lui, quand il va arriver, il la tasse, il va s'asseoir ici comme ça. Parce que pour lui, par exemple, vous avez décidé qu'il a été blessé à la droite et puis il protège toujours inconsciemment sa droite. Donc, il va mettre, poum, la chaise de cette façon-là pour qu'il n'y ait jamais rien qui puisse y arriver de ce côté-là. Et puis pour lui, c'est comme ça qu'il s'installe pour parler avec quelqu'un et tout ça. Il se sent fort, il se sent en contrôle, il peut utiliser la chaise qui est là, mais tout ça, c'est inconscient. Il ne va pas le faire consciemment. J'utilise la chaise. Ça peut être la même chose avec les accessoires que vous allez utiliser. À chaque fois qu'il utilise un verre, il s'amuse à frotter son doigt autour comme ça. Donc, ça peut être un mouvement signature qu'on peut intégrer avec votre personnage. De faire tourner le verre, de faire tourner la boisson qu'il a dans son verre, tout ça, de le regarder. Mais encore une fois, là, ça devient conscient. Dès que le personnage a son œil dessus, bien là, c'est plus inconscient. Ce n'est plus un tic, c'est rendu un mouvement que lui a décidé de faire. Le mouvement signature, c'est un mouvement qui est inconscient pour lui, mais que vous avez décidé qu'il devenait un mouvement important pour lui. Essayez de voir ces différents gestes-là que votre personnage pourrait faire. Comment, justement, selon son métier. Par exemple, il y a ce tic-là de toujours replacer ses choses à la même place. Et donc, c'est ça, ces mouvements signatures, c'est qu'il va le replacer sans s'en rendre compte, il va replacer ses choses autour de lui pour pouvoir toujours être prêt à faire ses potions ou ses recherches académiques, et ainsi de suite. Donc, sans s'en rendre compte, il est toujours en train de les replacer un petit peu. Ça aussi, c'est un mouvement signature, on pourrait dire. La voix. Maintenant, pour ce qui est de la voix, qui est pour moi l'élément le plus ardu à intégrer dans un personnage, je parle bien sûr du changement drastique de la voix. Donc, je ne parlerai pas ici d'accent, je ne parlerai pas ici de transformation complète de la voix parce que pour moi, c'est quelque chose qui est très ardu à garder sur le long terme et puis qui parfois va malheureusement donner un frein au personnage. Ce que je veux surtout parler ici, c'est comment est-ce qu'on peut même intégrer tous les autres outils que j'ai donnés auparavant. Par exemple, la dynamorhythme peut très bien s'accommoder avec la voix. Donc, comment est-ce que notre personnage, d'un moment à l'autre, ne va pas nécessairement utiliser le même rythme par rapport à un événement qui est en train de se dérouler. Par exemple, s'il parle doucement et avec lenteur, ça va donner un effet qui va être différent que s'il parle rapidement et avec douceur. Ou s'il parle rapidement avec force, ou bien s'il parle lentement avec force, ça va donner aussi une couleur à votre personnage. Et c'est tributaire aussi de toute la posture que vous avez à avoir décidé d'intégrer à même le personnage. Quand je parlais tout à l'heure de positionnement corporel, de gamme corporelle, mais si on décide par exemple de comprimer les poumons, là, dans un sens, si je décide de garder cette posture-là en abaissant le torse vers l'avant, mais ça va nécessairement comprimer le diaphragme, puis la colonne d'air va changer aussi, elle n'est pas droite à ce moment. Donc, ma voix est impactée par ça. On peut aussi jouer avec la kinésphère de la voix. La voix, elle a une portée. Si je décide de toujours ramener le plus proche possible de moi, la kinésphère de ma voix, mais ça va donner une voix qui est douce, qui est feutrée, qui est subtile. Tandis que si j'ai un personnage qui est très social et qui veut se faire entendre de peu importe qui, bien, il va utiliser une kinésphère beaucoup plus grande. Il peut même utiliser une adresse à quelqu'un d'autre. Par exemple, il est en train de parler à vous, ici, mais il parle en fait à une personne qui est derrière lui, qui l'entend là-bas, on le sait qu'elle est là, cette personne-là. Donc, on peut jouer aussi avec l'adresse de la parole. À qui est-ce qu'on adresse notre voix? Il peut aussi y avoir des tics langagiers. Bien sûr, il y a le fameux zozotement qu'on peut faire, mais à ce moment-là, encore une fois, on se coupe des possibilités de jeu souvent, ou bien ça va donner une seule couleur à votre personnage parce que s'il arrête tout d'un coup de zozoter, là, ce n'est plus le même personnage. C'est trop marqué comme chose. Mais si ce mouvement signature-là de la voix est plus subtil, apparaît une fois de temps en temps. Par exemple, un cri strident quand il apparaît quelque chose, ou bien même
une façon de respirer avant de prendre une décision. À chaque fois qu'il doit prendre une décision grave, il prend une inspiration ou ainsi de suite. Donc, comment est-ce qu'on peut amener un mouvement signature dans la voix? C'est tout à fait faisable. On va prendre une petite gorgée. Bien, merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette capsule. J'espère que ces outils-là vont vous être utiles pour les prochaines incarnations de personnages que vous allez faire en GN. Bien sûr, encore une fois, c'est de jouer avec ces outils-là, de voir ceux qui vous intéressent le plus, qu'est-ce qui est le plus possible pour vous. Amusez-vous à en prendre peut-être un, deux, trois. Mais tout d'un coup, c'est quand même beaucoup. Hein. Il faut penser que votre personnage ne doit pas nécessairement être entièrement différent de vous parce que là, après ça, le jeu va en pâtir aussi. Soyez à l'écoute de l'autre. C'est comme ça que le jeu se construit avec l'autre. D'accord? Donc, votre personnage ne doit pas non plus complètement se détacher du reste de son environnement parce qu'il y a une panoplie de façons de bouger puis de réagir à telle ou telle situation physiquement, puis que ça l'encadre trop, ça le met trop dans une boîte. D'accord? Amusez-vous, soyez libre de prendre des nouvelles choses, de laisser d'anciennes. Amusez-vous avec tout ça. Sortez de votre quotidien, voilà tout. Merci. Bye.